Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire qui est aujourd'hui sur le sujet de l'acquisition d'un fonds de commerce ou d'une entreprise. Il fait suite à la semaine dernière, une formation que nous avions fait côté vendeur et aujourd'hui la formation est côté acquéreur. On vous remercie d'être nombreux à avoir accepté notre invitation. Cette formation, ce n'est pas une formation purement juridique, c'est une formation pratique avec une approche chronologique pour adopter les bons réflexes quand on veut se porter acquéreur à court ou moyen terme d'un fonds de commerce ou d'une entreprise. Juste en préambule, vous disposez sur votre droite d'un chat et d'un sondage, et de questions qui vont vous permettre au fur et à mesure, si vous le souhaitez, de poser des questions. Les réponses sont parfois dans la présentation et je pense que je me concentrerai à la fin du webinaire pour vous répondre à toutes vos questions de manière assez pratique. Vous aurez aussi à la fin l'ensemble de mes coordonnées qui vous permettront d'avoir une approche plus individualisée. Je vous remercie juste de bien vouloir couper vos micros pour éviter toute interférence et n'hésitez pas une fois de plus sur les chats et les questions à pouvoir interférer dans la présentation pour toute question. Je vous propose donc de débuter cette première formation qui est sur la base de acheter un fonds de commerce ou une entreprise. Acheter un fonds de commerce ou une entreprise, c'est une question qui est primordiale pour vous pour la bonne et simple raison que vous allez faire un investissement. Vous allez donc dépenser une certaine somme pour payer et il faut vous assurer de ce que vous avez en contrepartie. En préambule, quelques mots sur la compagnie du droit. La compagnie du droit, vous l'avez compris, est associée à la compagnie fiduciaire et pionnier dans l'interprofessionnalité. C'est-à-dire que nous avons l'habitude, sur la plupart de nos dossiers, de monter en parallèle des experts comptables, de manière à ce que vous puissiez avoir une vision complètement globale de l'opération que vous mettez en œuvre. Notre cabinet, il est dirigé par 3 associés, moi-même, Tristan de la Rivière, donc, qui dirige les pôles de pratique de droit des affaires. Vous avez aussi Jérôme Buche qui dirige le pôle de droit social employeur et enfin Martin Réjas sur le droit fiscal. On a donc une approche globale pour vous accompagner sur tout sujet, qu'il soit des sujets récurrents qu'on appelle quotidiens ou sur des opérations bien sûr exceptionnelles. Pour ma part, je vous l'ai dit, je dirige le droit des affaires avec un pôle majeur qui sont les cessions et acquisitions d'entreprises et de fonds de commerce, dont je vous ai parlé en introduction, et également 2 choses assez importantes, les structurations, les schémas d'opération de structuration qui vont vous permettre d'être bien structuré et optimisé, que ce soit d'un point de vue juridique ou fiscal, mais également tout un pôle d'ingénierie contractuelle qui permet d'encadrer sur mesure vos relations contractuelles, que ce soit avec vos fournisseurs ou avec vos clients, avec une pratique assez pointue sur les pactes d'associés. Pour ce qui est de ce qui nous intéresse ce matin, qui est d'acquérir un fonds de commerce ou une entreprise, je vous propose d'adopter une approche chronologique et par étapes. On estime que les étapes utiles à bien réaliser ce type d'opération sont au nombre de 9, et on vous recommande évidemment de prendre ces étapes dans le sens qui est convenu de 1 à 9. On estime que si une étape est ratée ou n'est pas conformément réalisée, vous prenez un risque d'avoir une opération qui est beaucoup moins pertinente ou porteuse de risques, qu'ils soient juridiques ou fiscaux. Je vous propose donc de prendre chaque étape une par une et de vous donner un peu les réflexes qui vont vous permettre de faire en sorte de comprendre quelle est cette étape, en quoi elle consiste et quels sont les points d'attention que vous devez garder en tête. La première étape, c'est se préparer et être accompagné. En effet, acheter un fonds de commerce ou une entreprise, ça ne se décide pas du jour au lendemain, ça doit être réfléchi. Premièrement, ça doit être réfléchi parce qu'il faut être assisté. Et je parle souvent d'un accompagnement par un avocat et un expert comptable. Dans ce cadre, l'expert comptable va être primordial parce qu'il va vous aider à déterminer la valorisation de la cible. Autrement dit, combien je suis prêt à payer pour acheter le fonds de commerce ou la société. Combien je suis prêt à acheter le fonds de commerce ou la société? Eh bien, au début, on va avoir une approche bilancielle. On va donc prendre le bilan de la cible et on va analyser. Et puis, c'est donc votre expert comptable qui, en analysant les données du bilan, va pouvoir dessiner ce que peut être la valorisation de la cible. Alors, point d'attention là-dessus, vous vous doutez que le vendeur aura fait le même travail avec son propre expert comptable en disant « moi, j'estime que mon fonds ou ma société, elle vaut X ». Il faut comprendre que la valorisation, qu'elle soit faite par
l'expert comptable du vendeur ou de l'acquéreur, ça ne fait pas le prix. Et ça, c'est un point d'attention majeur. Souvent, le vendeur va se mettre en tête que la valorisation qui est préparée par son expert comptable, c'est le prix. De la même manière, vous, acquéreur, vous pourriez avoir tendance à vous dire, moi, mon expert comptable a valorisé à temps, donc c'est le prix. Non, le prix, c'est la valorisation faite par le vendeur versus la valorisation faite par l'acquéreur. Et on trouve un accord et le prix, in fine, c'est ce que le vendeur veut bien accepter et ce que vous voulez bien payer pour la cible. Il faut comprendre que quand on a une approche de valorisation d'une entreprise, il existe de nombreux critères. En général, on peut avoir une approche patrimoniale. On estime que la société vaut ce qu'elle possède. On peut avoir une approche sur le résultat. On estime que la société vaut ce qu'elle est capable de générer comme résultat sur un exercice. Ou encore, on peut avoir une approche prévisionnelle avec une optimisation des cash flows futurs en disant voilà ce que la société est capable de générer demain. Vous comprenez que si vous donnez le même bilan à 3 experts comptables différents, les approches pourront être différentes. Pour ça qu'il faut retenir que la valorisation ne fait pas le prix. Le prix, après, c'est une question de négociation. Et c'est là où nous intervenons comme avocats, c'est que nous allons vous assister pour pouvoir mettre en œuvre cette opération et dire, négocier, apporter des arguments objectifs qui permettent de dire que le prix s'approche plus de telle ou telle valorisation. Donc, premier réflexe et bon réflexe pour se préparer à être accompagné, c'est d'avoir constitué son pôle de conseil, avocat et expert comptable. Le deuxième, c'est le cas échéant de choisir un intermédiaire pour mettre en relation vendeur et acquéreur potentiel. C'est assez peu connu, mais en tant qu'avocat, nous sommes mandataires en transaction, un peu comme un agent immobilier, même tout à fait comme un agent immobilier. Donc, nous disposons de certains mandats à la vente, mais nous avons également des mandats à l'achat. Autrement dit, si vous êtes en recherche d'un type particulier de fonds de commerce ou d'entreprise, en nous indiquant l'activité recherchée, la situation géographique, le budget dont vous disposez, vous pouvez nous confier un mandat et on ira faire une recherche sur le marché par nos relations de savoir si, le cas échéant, une cible est à vendre actuellement qui correspond à vos attentes. Le dernier bon réflexe pour être toujours en amont de l'opération et se préparer, c'est de choisir des conseils différents pour vendeurs et acquéreurs. J'insiste fondamentalement sur ce point. Il y avait des pratiques historiques qui consistaient à dire, pour éviter, soi-disant, de payer trop cher, nous allons prendre le même avocat, côté vendeur et côté acquéreur. Ça, c'est quelque chose, une pratique ancienne, on va dire, qui n'est absolument pas, sauf exception bien sûr, à reproduire. Pourquoi ? Vous comprenez que le vendeur et l'acquéreur ont des intérêts complètement divergents. Pour être très pratique, le vendeur, il veut vendre au plus cher en accordant le moins de garanties possible à l'acquéreur. L'acquéreur veut acheter le moins cher possible en ayant le plus de garanties possible. Vous avez donc compris qu'un seul conseil avocat ne peut pas être dans l'intérêt des deux. Il vaut mieux donc choisir son avocat qui n'aura qu'une seule mission, défendre vos intérêts, et laisser le vendeur choisir son propre conseil. Sinon, il n'est pas possible d'obtenir, à notre sens, un contrat qui sera parfaitement conforme à vos intérêts. Voilà ce qui était de la première étape de se préparer et être accompagné. Pour la seconde étape, c'est réfléchir à la structuration préalable. En effet, vous avez différents modes pour pouvoir acheter. Alors déjà, il faut bien comprendre la différence entre une acquisition de titres, une société, et une acquisition d'un fonds de commerce. Quand vous achetez une société, vous achetez une personne morale avec tout son actif et tout son passif. Elle a donc une existence, une personnalité morale. Quand vous achetez un fonds de commerce, vous n'achetez pas une personnalité morale. C'est un ensemble d'actifs corporels et incorporels, mais qui n'a pas la personnalité morale. Autrement dit, en termes de structuration, si vous êtes une personne physique, vous n'avez pas encore de société, vous pouvez acheter une société et donc une personne morale comme personne physique, mais vous ne pouvez pas acheter à proprement dit un fonds de commerce. Il faut pour cela constituer une société qui viendra acquérir le fonds de commerce. C'est très important de savoir comment vous allez être structuré, particulièrement si vous avez déjà une société. Est-ce que c'est la société dont vous disposez actuellement qui va racheter l'autre société ou le fonds de commerce ? Cela, on ne le recommande pas du tout. Il n'est jamais très bon de mélanger dans une seule personne morale plusieurs activités. À l'avenir, cela pourra vous poser des problèmes. Pourquoi ? Imaginons que vous achetez un fonds de commerce
et vous l'achetez avec votre société actuelle qui a déjà son fonds de commerce. Si demain, vous vouliez recéder ce fonds de commerce, eh bien, s'il est dans la même enveloppe, dans la même personne morale, cela va être très complexe puisque vous n'aurez qu'une seule possibilité, revendre le fonds de commerce. Or, il s'avère qu'en fiscalité, il est toujours intéressant de se garder l'opportunité à l'avenir de céder soit le fonds de commerce, soit les parts sociales. Donc, on recommande évidemment, en général, d'avoir une personnalité morale, une société par fonds de commerce et de ne pas tout mélanger dans la même enveloppe, ce qui poserait des problèmes à l'avenir en cas de séparation ou de cession ultérieure. De la même manière, quand on achète des titres et qu'on dispose déjà d'une société, il n'est pas recommandé d'avoir une société détenue par une autre société, particulièrement si elle n'était pas dans les mêmes activités. On recommande en général d'avoir une société de tête, qu'on appelle usuellement société holding, dont l'objet social est uniquement de détenir les titres d'autres sociétés. Et donc, ça serait cette société holding qui aurait en dessous, en râteau, les différentes sociétés acquises. Ce qui permettrait, vous l'avez bien compris, en cas de cession, de pouvoir céder des titres. Une cession de titres est parfois, même dans pas mal de cas, plus avantageux d'un point de vue fiscal pour le vendeur. Je ne vais pas vous faire non plus un cours sur la holding aujourd'hui, c'est un sujet qui mériterait un webinaire complet, mais le schéma holding permet des optimisations fiscales très importantes, une meilleure circulation de la trésorerie entre les filiales et d'aller chercher des régimes fiscaux de faveur, que ce soit en termes de fonctionnement comme au moment de la cession. Tout ça pour vous dire qu'il faut quand même y réfléchir en amont, de savoir comment je vais acheter, puisque quand vous allez avancer le process, le vendeur va vous dire « mais comment es-tu structuré ?» Ce sera déjà un indice de votre bonne approche. Quand on est bien structuré, en amont de l'opération d'acquisition, on a une meilleure opération d'acquisition parce qu'on a plus de latitude. On ne s'est pas fermé d'options, on est bien structuré, donc on peut envisager toutes les options. Enfin, le bon réflexe, c'est aussi de s'informer de l'imposition qui va s'appliquer au prix versé. Vous êtes en France, vous avez donc un impôt à payer au moment où vous achetez. Quand vous achetez des titres et un fonds de commerce, ce n'est pas la même imposition. En fonction du prix du fonds de commerce, vous allez avoir une imposition de 3%, pouvant aller jusqu'à 5%, après un abattement de 23 000 € sur le prix. Là, et je n'ai pas d'optimisation à vous proposer sur ce sujet-là, mais ça doit bien sûr être anticipé dans votre business plan. 3% du prix après abattement de 23 000. Quand ce sont des titres, vous avez la possibilité d'avoir une optimisation. En effet, le taux d'enregistrement que l'acquéreur doit payer est différent si vous rachetez des parts sociales de SARL versus des actions de SAS. Quand vous achetez des parts sociales de SARL, vous payez 3% d'impôt droit à enregistrement après un abattement de 23 000 € pour 100% des titres. Quand vous achetez une SAS, vous n'avez pas d'abattement de 23 000 €, mais vous ne payez plus que 0,1% de droit d'enregistrement. Autrement dit, l'optimisation est assez simple. À partir du moment où vous achetez une cible qui serait aux environs supérieure à 300 000 € en termes de prix, nous vous recommandons fortement dans la négociation de prévoir que la cible SARL serait transformée en SAS préalablement à votre acquisition, de manière à ce que vous puissiez bénéficier d'un taux de droit d'enregistrement de 0,1% versus 3%. Et le coût d'une transformation, dans ce cas-là, est en général pris en charge par l'acquéreur, c'est normal, le vendeur n'a pas d'intérêt à le faire, il le fait uniquement pour que vous puissiez bénéficier de droits d'enregistrement minorés, et dans ce cas-là, il est évident que le coût de la transformation est largement remboursé par l'économie de droits d'enregistrement dont vous avez. Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut réfléchir et ne pas aller la tête dans le guidon trop rapidement, sans avoir vu en préalable la façon dont vous-même, acquéreur, vous allez vous structurer et comment vous allez anticiper la fiscalité de manière à avoir un choix qui vous permette de prendre une optimisation fiscale la plus importante. C'était donc la seconde étape. La troisième étape, c'est l'engagement de confidentialité. Alors, il est particulièrement important pour le vendeur. Vous, en qualité d'acquéreur, j'avoue que c'est un peu moins important. L'engagement de confidentialité, il va vous être imposé par le vendeur en vous disant, voilà, dans le cadre des négociations, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir vous donner des informations sur le fonds de commerce et sur la société. Donc, je vous demande de bien vouloir les garder confidentielles. Autrement dit, vous, si on vous le soumet, vous n'avez pas d'autre choix que de le signer, mais s'il n'y en a pas, vous n'êtes pas obligé de le demander.
C'est pour ça que vous avez compris que les intérêts du vendeur et de l'acquéreur sont différents. Le vendeur, lui, on ne peut que lui recommander d'en signer un et de ne pas déroger à cela. Vous, en qualité d'acquéreur, comme ce n'est pas dans votre intérêt proprement dit de signer ce document, si on ne vous le propose pas, ne l'imposez pas. En revanche, il est évident que si on vous demande de le signer, vous devrez le signer pour avoir accès aux opérations suivantes. Gardez-le quand même en tête, cet engagement, si vous l'avez signé, parce qu'il fait peser sur vous des obligations. L'obligation générale, c'est bien sûr de ne pas communiquer les informations dont vous allez disposer à des tiers et d'utiliser les informations uniquement pour savoir si oui ou non vous êtes potentiellement acquéreur de la cible. Donc l'engagement de confidentialité, c'est quelque chose d'incontournable quand on est côté vendeur. Quand on est côté acquéreur, il est probable qu'on nous le demande. Si on nous le demande, on sera obligé de le faire. Mais si on ne nous le demande pas, on n'a aucune obligation de dire « moi, je veux signer un engagement de confidentialité en amont ». Pour ce qui est de l'étape 4, c'est l'offre. Et là, vous êtes sur quelque chose de primordial au moment de l'offre. Les bons réflexes, je parle de solliciter l'intervention d'un avocat dès cette étape. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'acquéreurs, comme de vendeurs d'ailleurs, qui décident généralement en disant « moi, la négociation et l'offre, c'est quelque chose qui se fait uniquement entre vendeurs et acquéreurs, et c'est que quand on aura trouvé un accord ensemble de visu, d'homme à homme, j'ai envie de dire, qu'on ira chercher un conseil pour pouvoir formaliser tout ça. » Ça, c'est l'erreur qui est la plus communément faite par la plupart des vendeurs et acquéreurs. Pourquoi? Parce que, sans insulter votre intelligence et vos capacités, malheureusement, quand vous êtes en train de négocier votre offre, vous oubliez des éléments. L'offre, elle a un nombre d'informations très, très importantes que vous ne maîtrisez pas forcément sur tous les sujets. Si vous ne prenez pas votre avocat dès cet instant, vous risquez d'avoir une offre, de signer une offre et qui va être liante pour les deux parties. Et l'avocat qui intervient après va pouvoir pointer en disant dans l'offre, il manque tels éléments ou ça, c'est rédigé de manière assez peu claire. Et donc, il va falloir rétro-pédaler. C'est-à-dire que moi, comme avocat, je vais avoir votre offre signée, je vais aller revoir le vendeur en disant, là, il y a marqué ça, mais c'est pas exactement ce que voulait mon client, etc., etc. Vous comprenez qu'en termes de négociation et de réussite de l'opération, en n'ayant pas fait valider en amont votre offre, vous prenez le risque que tout soit remis en cause et d'avoir signé quelque chose qui n'est pas conforme vraiment à ce que vous souhaitiez, ou au moins qui n'est pas conforme à vos intérêts, et vous ne l'aviez pas forcément identifié à ce moment-là. Là, j'insiste, si vous deviez sortir de ce webinaire avec un seul réflexe, c'est je ne signe rien en termes de lettre d'offre sans avoir consulté en amont mon avocat. Rédiger l'offre, je vais au second bon réflexe, c'est rédiger l'offre de façon à ce que le principe soit effectivement conditionné. Alors là, c'est un petit peu juridique comme approche, mais vous comprenez que si vous signez un contrat où vous vous engagez fermement à acheter la cible et qu'il n'y a pas marqué de conditions qu'on appelle usuellement conditions suspensives, c'est comme si vous signez un contrat. Donc, en fait, vous êtes définitivement engagé à acheter. Donc là, c'est primordial en termes juridiques. Votre offre, elle doit avoir des conditions. Je promets d'acheter la cible sous réserve que tels ou tels éléments surviennent. Ces éléments doivent être des éléments objectifs, c'est-à-dire que la réalisation de ces conditions ne doit pas dépendre uniquement de vous. C'est pas si j'achèterai si j'ai envie d'acheter, puisque ça, c'est ce qu'on appelle une condition potestative, et elle n'existe pas en droit, elle est réputée non écrite. Donc, les conditions objectives, ce sont lesquelles? Ce sont généralement, premièrement, l'audit. Vous dites, moi, je fais une première offre, je suis susceptible d'acheter ton fonds ou ton entreprise, sous réserve que, effectivement, j'ai pu réaliser un audit complet et que l'audit n'ait pas révélé d'informations sur la cible ou sur les parts sociales, sur l'entreprise, qui soit de nature à remettre en cause l'approche que j'avais. Je découvre un élément majeur qui fait que le prix que j'envisageais n'est plus du tout le bon, j'ai la faculté de dire je ne souhaite pas, in fine, acquérir. Une seconde condition qu'on retrouvera aussi de manière très prééminente dans les offres, c'est la condition de financement. En disant, moi, je veux acheter pour tel montant, mais évidemment, je vais financer cette opération auprès d'un banquier, donc je m'engage à acheter ton bien uniquement si effectivement j'ai un banquier qui me suit, qui a accepté de financer mon opération. Attention aussi là-dessus, c'est aussi un peu juridique, mais si pendant plusieurs mois,
vous discutez avec un vendeur sur l'opportunité d'acheter son bien et qu'au bout de 6 ou 8 mois, vous lui dites du jour au lendemain, finalement, je n'achète pas, c'est ce qu'on appelle une rupture de pourparlers. Une rupture de pourparlers, ça engage à quoi? Ça engage à ce que le vendeur puisse vous demander des dommages et intérêts. En disant, en fait, tu m'as fait perdre mon temps. Pendant 8 mois, tu m'as fait croire que tu voulais acheter, mais finalement, tu n'achètes pas, donc tu m'as causé un préjudice. Pour éviter ça, évidemment, c'est l'offre qui compte, puisqu'on va rédiger une offre dès le début en disant, certes, on parle, mais je ne serai in fine obligé de t'acheter que si les conditions sont effectivement réalisées. Et donc, vous venez supprimer ce risque de rupture abusive. Vous avez compris donc que vous, en qualité d'acquéreur, l'offre, c'est l'incontournable. On ne commence pas à négocier sans offre et on ne fait pas d'offre qui ne serait pas conditionnée. Enfin, il faut être très précis dans votre offre. C'est-à-dire qu'il faut dire quel prix vous allez payer, mais également les garanties que vous entendez recevoir de la part du vendeur. Les garanties, c'est que le vendeur vous explique ce qu'il vous vend, la consistance et la bonne tenue juridique et comptable de la cible. Si effectivement, malheureusement, vous découvriez que la cible n'était pas aussi bien tenue que les déclarations qui vous ont été faites par le vendeur au moment de l'acquisition, vous auriez le droit à ce qu'on appelle des réparations, c'est ce qu'on appelle usuellement la GAP, que l'on verra tout à l'heure. Mais je recommande dès la lettre d'offre de préciser ces éléments au vendeur. Évidemment, pour le vendeur, il va apprécier vos offres de manière différente, il va regarder le prix, mais il va regarder aussi les garanties que vous demandez. Il faut parfois mieux pour un vendeur vendre un peu moins cher, mais aussi accorder un peu moins de garantie. Ensuite, on vous recommande évidemment de négocier dans l'offre une exclusivité. Quand vous avez plusieurs acquéreurs à côté de vous pour la même cible, c'est toujours inconfortable dans les négociations, puisque le vendeur a la tentation un petit peu de faire les enchères. En vous disant, bon, ok, ton offre, elle est à tel prix, mais sache qu'à côté, j'ai telle offre à tel prix. Oui, mais toi, tu me demandes telle condition, l'autre ne la demande pas. Et donc, c'est un peu complexe pour négocier. Il vaut mieux avoir les mains libres. Donc, il faut faire une offre suffisamment attrayante pour que le vendeur accepte, in fine, de vous dire, ok, je vais de manière exclusive discuter uniquement avec toi. En général, on demande une exclusivité de 3 à 6 mois. Et ça va permettre, pour nous, acquéreurs, d'avoir les mains libres et de pouvoir négocier et regarder pas à pas comment est constituée la société pour faire une offre la plus pertinente possible. Donc, évidemment, côté acquéreur, le réflexe, c'est d'essayer d'obtenir très rapidement une exclusivité pour avoir le champ libre dans les négociations. Je vous recommande enfin de stipuler un calendrier indicatif. L'ennemi de ce type d'opération de transmission, de cession-acquisition, c'est le temps. Une opération rondement menée, c'est entre 3 et 6 mois. Alors après, je vous donne des généralités, ça va dépendre de la particularité de la cible, ça va dépendre également du prix ou d'ensemble d'éléments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une opération d'acquisition, ça ne dure pas de 24 mois. Si ça dure 24 mois, c'est que vous n'avez pas été correctement accompagné ou qu'il y a eu des difficultés ou que justement, au terme de l'offre, au début, la notion de délai n'a pas été suffisamment bien encadrée. Donc, il faut bien préciser en disant, ben voilà, on signe l'offre. À partir de ce moment-là, on a un mois et demi pour faire les audits. À la fin de ces audits, on signera un compromis avec les conditions finales et après, on ira réaliser. Mais on met des dates butoirs, étant donné que si ce n'est pas signé ou réalisé les opérations conformément au calendrier, l'opération tombe. Ça donne aussi un peu de pression au vendeur en disant, ben moi, si je me positionne pas avant cette date, je risque d'avoir un acquéreur qui s'enfuit. Il est toujours bon dans les négociations d'avoir un peu la main sur le calendrier et de pouvoir commencer à imposer au vendeur un tempo de manière à être certain qu'on ne s'engage pas dans une opération qui durerait trop longtemps. Une opération qui dure trop longtemps, c'est une opération qui coûte plus cher et qui est porteur de beaucoup plus de risques et de changements dans les négociations. Vous avez donc vu que l'étape 4, c'était formaliser une offre. L'étape 5, c'est l'audit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'audit ? C'est une pratique qui consiste à étudier de manière très précise ce qu'on est en train d'acheter. Alors, cette étape, elle est souvent oubliée par les acquéreurs ou sinon, elle est souvent très limitée au bilan. L'acquéreur dit à son expert comptable, voilà, j'aimerais que tu me fasses un audit des comptes. Bon, c'est déjà très bien d'auditer les comptes, mais quand vous auditez les comptes, vous oubliez toute la partie qui est juridique. Et donc, notre recommandation, c'est pour vous, acquéreurs, de faire un autre audit
qui est juridique, de regarder d'un point de vue du droit, de la loi, comment est structurée la société, la façon dont sont structurés les accords avec les fournisseurs, la façon dont sont structurés les accords avec les clients. Y a-t-il bien des conditions générales de vente? Est-ce qu'elles sont protectrices pour la société? Est-ce que les déclarations fiscales sont faites de manière correcte? Est-ce que les contrats de travail sont conformes à la loi? Est-ce que la pratique du vendeur en termes de chef d'entreprise est conforme? Moi, je suis toujours un peu surpris de m'apercevoir que certains acquéreurs achètent des sociétés sans avoir fait d'audit. Parce qu'en fait, concrètement, s'ils n'ont pas fait d'audit, ils ne savent pas vraiment pratiquement ce qu'ils sont en train d'acheter. On peut acheter une maison sur le marché à 50 000 euros avec un audit parce que vous avez les rapports que vous connaissez, amiante, énergie, etc. Et certains achètent des sociétés à 500 000 euros ou 1 million sans vraiment savoir ce qu'ils achètent. Donc, le réflexe quand même, c'est de se dire, bon, quand j'achète une société, je veux savoir ce que j'achète. Donc, je vais demander un audit comptable, effectivement, mais je vais aussi demander un audit juridique, savoir ce que je suis en train d'acheter. Parce qu'évidemment, si j'achète une société qui est mal structurée juridiquement, je prends forcément, mécaniquement, automatiquement, je prends plus de risques d'avoir demain des difficultés à recouvrer, le cas échéant, les créances clients, d'avoir un risque prud'homal avec un salarié qui m'attaque, etc. Donc pour moi, à mon sens, quand on obtient les informations sur la cible, on doit les analyser. Et les analyser, c'est les analyser d'un point de vue comptable, mais également juridique. Voilà ce qui était de la phase d'audit. La phase d'audit, ça vous permet de savoir concrètement ce que vous achetez. Est-ce que c'est bien tenu? Est-ce que j'ai des risques latents dans le bien que je suis en train d'acheter? Ou est-ce que je vais noter une difficulté, quelque chose qui n'est pas bien fait, par exemple un contrat de travail où j'ai un problème récurrent dans tous les contrats de travail? Et donc, dans ce cas-là, puisque je le sais en amont, je vais négocier avec le vendeur en disant, attention, moi, j'ai vu que tes contrats de travail n'étaient pas conformes. Donc, si tu veux qu'on aille jusqu'au bout, tu vas, toi et à tes frais, corriger le problème. C'est là tout l'enjeu de l'audit. Là, l'étape suivante, une fois qu'on a fait l'audit, c'est effectivement d'aller négocier et conclure le contrat d'acquisition. Alors, le contrat d'acquisition, on le rédige à ce moment-là, parce à ce stade-là, on a fait une lettre d'offre. Mais la lettre d'offre, c'est entre 5 et 10 pages, là où un contrat de cession, c'est plutôt 30-40 pages. Donc, vous comprenez bien que mettre en musique les quelques mots de l'offre, ça nécessite de négocier et de dire, voilà, quels sont les éléments sur lesquels on s'accorde. Donc, le contrat de cession ou d'acquisition, dans le cas présent, doit indiquer évidemment toujours les conditions. Les conditions qui auront pu évoluer, puisque quand vous avez fait l'audit, si vous avez noté de nouveaux éléments, vous allez dire, OK, je suis toujours OK pour acheter, ça c'est toujours au même prix, mais tu comprendras que comme dans l'audit, j'ai révélé telle ou telle difficulté qui nécessite une correction, je conditionne mon acquisition effective au fait que tu aies corrigé ces difficultés. Donc, très important pour l'acquéreur, cet acte, c'est l'équivalent pour un immeuble d'un compromis de cession sous condition. C'est je m'engage définitivement à t'acheter le fonds de commerce ou la société, sous réserve que telle ou telle condition soit réalisée. Donc évidemment, vous n'aurez plus normalement à cette phase-là la condition d'audit puisqu'elle a été faite, mais demeureront la condition de financement, ça c'est une évidence. C'est dans ce document-là également qu'on va prévoir les engagements d'accompagnement et de non-concurrence du vendeur. Pour vous, acquéreurs, c'est particulièrement important d'être très vigilant sur ces deux notions. L'accompagnement du vendeur, c'est quoi? C'est vous, acquéreur, vous ne maîtrisez pas à l'instant T. Au jour où vous allez devenir propriétaire de la cible, c'est un tiers, c'est le vendeur qui la faisait vivre au quotidien. Or, il est très important de prévoir cette période d'accompagnement où le vendeur va rester à vos côtés pour vous présenter les principaux fournisseurs, les principaux clients, faire le lien avec les salariés, etc., de manière à ce que vous ayez un petit peu les manettes. Il vous montre où sont les boutons de l'entreprise et donc ça doit être formalisé. Il faut dire dans votre acte sous condition, moi je veux que toi, vendeur, tu restes à mes côtés pendant telle durée. Alors, le marché en général prévoit que si vous demandez au vendeur de vous accompagner entre 2 et 3 mois, il ne percevra pas de rémunération additionnelle autre que le prix. C'est-à-dire qu'il perçoit son prix et en échange, ça paraît logique, il a perçu son prix, donc il vous accompagne pour faire en sorte que ça se passe bien durant 2 à 3 mois. Si vous souhaitiez, parce que c'est un contexte particulier ou que la cible est
complexe sur certains points, avoir un accompagnement plus important, il est probable que vous deviez négocier avec le vendeur un autre type d'accompagnement, cette fois-ci rémunéré sous forme de prestation de service ou de contrat de travail. D'expérience, vous êtes côté acquéreur, je ne vous recommande pas cependant d'avoir des durées d'accompagnement trop longues. Il s'avère que vous allez avoir payé un prix pour une cible. C'est très bien que le vendeur vous indique où sont les boutons et comment ça fonctionne, mais à partir d'un certain moment, vous allez être agacé par le vendeur. Et c'est une position qui n'est pas très agréable. Évidemment, le vendeur, il avait ses petites habitudes. Le vendeur considère généralement que ce qu'il fait est parfait et que c'était très bien comme ça. Et donc, vous, quand vous allez arriver avec votre œil neuf de chef d'entreprise, que vous allez vouloir faire des améliorations, des optimisations, vous dire, tiens, là, ça fonctionne comme ça, mais moi, je pense que ça marcherait mieux si ça fonctionne comme ça. Bah, si vous cohabitez tous les deux encore à ce moment-là, il va y avoir des tensions. Donc, un accompagnement trop long, c'est pas utile. Il faut donc un accompagnement qui est mesuré, utile, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être trop long. Et avec ça, vous aurez une transition la plus souple possible. Donc ça, c'était l'engagement d'accompagnement à négocier pour vous, acquéreurs. Je recommande aussi d'être particulièrement strict sur la non-concurrence. Vous avez acheté une société, vous avez payé un prix. Il est strictement hors de question pour vous que le vendeur s'amuse, entre guillemets, à venir reformer une société, reformer une activité qui viendrait concurrencer ce qui vient de vous vendre. Alors pour vous, ça vous paraît probablement évident, sauf que si vous ne l'écrivez pas, ou que si vous ne l'écrivez pas correctement, vous prenez ce risque-là. Donc pour moi, c'est clair, c'est toi, vendeur, une fois que tu m'as vendu la société, tu as l'interdiction la plus totale, et donc c'est rédigé de manière très précise, on parle de notion de direct, indirect, y compris par prête-nom, interdiction de venir me concurrencer sur une activité similaire à ce que tu m'as vendu et sur une activité qui viendrait sur la zone géographique ou sur laquelle j'ai mes activités. Donc la non-concurrence, ça c'est non négociable, c'est au moins de 36 mois, ça peut aller jusqu'à 5 années, voire plus, mais on peut estimer qu'au bout de 5 années, même s'il venait concurrencer plus ou moins, vous auriez pris la part que vous étiez dans le marché et ses clients, à lui, l'auraient oublié. Donc, l'engagement de non-concurrence, ça, c'est la chose la plus importante à négocier et être très, très précis. Alors, parfois, il y a des réflexes de personnes qui disent oui, mais en fait, il faut que je la paye, l'obligation de non-concurrence, etc. Non, ça, c'est une confusion usuelle avec les contrats de travail. En effet, quand on a un engagement de non-concurrence qu'on impose à un salarié, il y a des notions de réparation financière, enfin de versement d'indemnité pour rester la clause, mais ça, c'est un tout autre domaine. Dans le domaine contractuel des cessions et acquisitions, la clause de non-concurrence n'a pas à être rémunérée. Aucun euro, c'est parfaitement normal que la personne à qui vous donnez un prix pour acheter une activité ne vienne pas vous concurrencer derrière. Donc, les bons réflexes à cette étape, je vous le dis, c'est de mettre un bon tempo, bien préciser les conditions et surtout ne pas oublier de formaliser l'accompagnement et la non-concurrence. C'était donc l'étape 6. Pour l'étape 7, c'est les déclarations et garanties. Là aussi, vous êtes sur une étape très importante, c'est que certes, vous vous engagez à acheter une société ou un fonds de commerce, mais vous voulez en face des garanties. Alors, pour ce qui est de l'acquisition d'une entreprise, d'une personne morale, je vous ai dit au début que vous preniez toute la personne morale, donc l'actif et le passif, et c'est pour ça que dans ce cadre-là, quand on achète une société, on parle de garantie d'actifs et de passifs, autrement dit, un bilan garanti. Sauf que si vous demandez uniquement au vendeur de vous garantir que l'actif et le passif sont corrects, vous ratez un grand nombre d'informations qui doivent vous être garanties. De la même manière que dans l'audit, si vous faisiez un audit uniquement comptable, vous aviez oublié d'auditer tout le juridique, et bien là, c'est la même chose. Si dans les déclarations et garanties, il n'y a que des déclarations et garanties sur l'actif et le passif, ben vous oubliez tout un autre champ très important de la cible, qui est le juridique. Donc, c'est pour ça que nous, on ne parle pas de garantie d'actifs et de passifs, mais de déclaration et garantie du vendeur, parce que c'est plus large. Certes, je vais lui demander de me garantir que le bilan est correctement tenu, mais je vais aussi lui demander de me garantir des choses qui ne se trouvent pas dans le bilan. Et là, je reviens au sujet que vous indiquez, les contrats de travail. Est-ce que tu peux me garantir que tes contrats de travail sont conformes à la loi? Est-ce que tu peux me garantir que tes déclarations fiscales sont conformes? Est-ce que tu peux me garantir que les contrats avec tes principaux clients sont conformes à la loi? Est-ce que je suis sûr
que du fait de la cession, il ne va pas y avoir un élément qui survienne qui fait que ce contrat pourrait disparaître. Je fais une petite dérivation à ce sujet-là sur une notion qui est très importante pour vous, acquéreurs, c'est le changement de contrôle. Vous avez différents accords contractuels qui ont pu être souscrits par la société que vous avez rachetée, qui auraient dans leur rédaction une clause de changement de contrôle. Le changement de contrôle, c'est quoi? C'est un co-contractant de la société qui va dire « moi j'achète moi j'accepte de contracter avec la société, mais uniquement en considération du fondateur, du vendeur. Moi, c'est parce que j'apprécie le vendeur qui a la société que je veux bien conclure avec cette société. Si demain le vendeur venait à céder la société, j'aurais la faculté de résilier le contrat. » Vous imaginez bien que pour vous, c'est un danger majeur, acquéreur. Il faut donc que dans l'audit et dans les négociations, vous identifiez bien les contrats qui vous intéressent particulièrement et que vous alliez vérifier qu'il n'y a pas de clause de changement de contrôle. Autrement dit, qu'il n'y a pas dans le contrat un élément qui ferait que du fait de votre acquisition, le contrat tombe automatiquement. Et là, quand on aura fait ce travail d'audit, on rajoutera en condition en disant « moi, je veux bien t'acheter, mais je te rappelle qu'il y a tel contrat que tu as conclu. Et donc, si tu n'obtiens pas l'accord préalable de la personne, moi, je n'achèterai pas. » Je vais vous donner une illustration pour être plus clair. Vous avez une entreprise qui est un sous-traitant, par exemple, de Coca-Cola. L'entreprise sous-traitante de Coca-Cola, elle produit, on va dire, des patates pour Coca. Et Coca lui dit, moi, je t'achète, toi, société, tes patates, mais uniquement parce que c'est Monsieur Paul qui détient cette société. Si demain, Monsieur Paul ne détient plus la société, je m'autorise à ne plus t'acheter tes patates. Et c'est beaucoup plus courant que vous ne pouvez l'imaginer, ces clauses de changement de contrôle. Vous êtes l'acquéreur et vous voulez racheter justement cette société auprès de Monsieur Paul. Et votre chiffre d'affaires de sous-traitant, il est à 80% avec Coca. Vous vous imaginez bien que le risque est trop important, donc vous allez identifier l'existence de cette clause et vous allez négocier avec Monsieur Paul en disant « tu comprends bien que moi, si je te rachète ta boîte, c'est parce qu'il y a ce contrat avec Coca où tu fais 80% de ton chiffre d'affaires. Donc, je m'engage à t'acheter uniquement si tu as pu négocier avec Coca en disant, et que j'obtiens un écrit de Coca en disant, certes, j'avais dans mon contrat sur les patates un contrat avec changement de contrôle en considération de Monsieur Paul, mais j'accepte de continuer avec la société si c'est toi acquéreur. Donc ça, c'est primordial, le changement de contrôle. Vous avez également toutes ces clauses-là en général dans les contrats de financement. Attention, si la cible que vous achetez a des emprunts en cours. Classiquement, les banquiers, de la même manière que l'exemple que je vous donnais, disent « moi, je veux bien prêter à telle société, mais en considération de Monsieur Paul. Si Monsieur Paul n'est plus le détenteur de la société, j'aurai la faculté de demander ce qu'on appelle le remboursement anticipé de l'emprunt. » Primordial comme acquéreur. Vous imaginez racheter une société et du jour au lendemain, la banque vous dit « oh là là, moi, j'ai pas été notifié, je demande le remboursement anticipé. » Là, vous allez avoir de grosses difficultés. Donc, dans l'audit, vous aurez identifié des contrats d'emprunt. Vous aurez vu qu'il y avait des clauses d'exigibilité. Vous allez dire au vendeur, moi, je veux bien t'acheter, mais tu devras avoir informé la banque. Et la banque aura dit, OK, je sais que ça va changer de contrôle, mais je suis d'accord pour ne pas réclamer l'exigibilité anticipée. Voilà. C'était pour la petite digression sur le changement de contrôle, mais ça, c'est vraiment primordial quand vous êtes acquéreur. Gardez-le en tête et ça vient encore renforcer ce que je vous disais sur les audits. Si vous n'avez pas fait votre travail d'audit correctement, vous n'avez pas revu ces contrats. Donc, vous n'avez pas identifié ces changements de contrôle et vous prenez de fait le risque que demain, certains contrats tombent. Je reviens donc sur les garanties d'actifs et de passifs et sur les déclarations et garanties. Vous allez donc demander notamment des garanties sur les contrats où le vendeur va vous dire je te confirme que ces contrats-là, il n'y a pas de clause de changement de contrôle, où il y en a, mais j'ai obtenu l'autorisation de la part du co-contractant et donc tu peux être rassuré là-dessus. Et puis derrière, on va aller demander des réparations. On va devoir organiser, OK, le vendeur me fait des déclarations, il me dit que c'est bien tenu. Si je m'aperçois a posteriori que c'est pas si bien tenu que ça, c'est normal, je vais lui demander de l'argent, ce qu'on appelle les réparations. Et ça, on va les calculer. Et ces réparations, elles sont très importantes à négocier parce qu'en général, elles vont être encadrées financièrement. Évidemment, je vous rappelle que le vendeur, lui, il veut vous donner le moins de garanties possible. Vous en voulez le plus possible. Donc, c'est là où on va pouvoir décider et négocier
avec l'intervention de votre avocat, à quel montant on se met. On parle souvent de seuil ou de franchise, par le bas. Est-ce que je te répare dès le premier euro? Est-ce que le vendeur va me verser une réparation dès le premier euro de préjudice que je vais subir? Ou est-ce qu'on va un petit peu décaler à 5 000, 10 000 ou 15 000 euros? Jusqu'à 15 000 euros, je reçois rien. Et si ça atteint 15 001 euros, je vais avoir une réparation depuis le premier euro si c'est un seuil, ou que de 1 euro si c'est une franchise. Vous voyez, ce n'est que des mots, seuil et franchise, mais la réalité juridique qui est derrière est très différente, d'où l'intérêt d'être bien accompagné. De la même manière, il y a en général un plafond, c'est-à-dire que le vendeur va vous dire « bon, moi, je veux bien te réparer, mais au-delà d'un certain montant, tu prends ton risque ». D'où l'importance de négocier de manière assez précise à quel montant on va mettre le plafond. Et puis enfin, vous avez la garantie de la garantie. Certes, le vendeur peut vous dire « si je t'ai fait une fausse déclaration, je m'en excuse, je vais te réparer ». Mais s'il n'a plus d'argent au moment où il doit vous réparer, vous ne serez pas pour autant très protégé, vous, acquéreur. Donc, vous allez peut-être lui demander en plus une garantie de la garantie. Il y a différentes formes qui existent. Et de lui dire, OK, mais tu me donnes à minima un engagement bancaire de caution qui dit que si demain, au titre de la GAP, tu me dois de l'argent et que tu n'arrives pas ou que tu ne veux pas me payer, je peux aller voir un tiers, type banque, qui va payer à ta place. Donc ça, c'est primordial. Donc, vous avez compris que de la même manière que l'étape de l'offre était assez importante, l'étape de la négociation des déclarations et garanties est vitale. Vous allez sécuriser le prix que vous payez. C'était donc l'étape 7 de déclaration et garantie. L'étape 8, c'est assez simple, c'est la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le compromis qui a été signé, on a prévu de manière très claire les déclarations et garanties, on s'aperçoit à un instant T que les conditions sont réalisées, c'est bon, les opérations ont été faites, le banquier a accepté de financer, et bien là, on réalise l'opération et on devient effectivement propriétaire des titres. Si vous voulez, c'est l'aboutissement de l'opération, mais qui ne se passe bien que si effectivement vous avez respecté toutes les étapes et vous n'avez pas de trou dans la raquette. Vous avez ensuite les conditions de paiement du prix. Je vais aller là-dessus juste pour une précision. Attention, de manière très importante pour vous acquéreurs, et je parle là pour les acquéreurs de fonds de commerce. Pour les acquéreurs de titres, il n'y a pas de sujet. Mais pour les acquéreurs de fonds de commerce, pendant quelques mois, vous allez être solidaire des dettes, notamment fiscales, du vendeur. C'est-à-dire que si au moment où vous devenez acquéreur propriétaire du fonds de commerce, votre vendeur avait des dettes, notamment fiscales, qu'il refuse de payer le prix de ces dettes, le fisc peut demander à vous, acheteur, de payer le prix. Le risque est donc considérable. C'est pour ça qu'on vous recommande toujours, quand on est côté acquéreur, de prévoir une séquestre du prix. Le prix du fonds de commerce que vous achetez, vous ne le versez pas au vendeur. Vous le versez en général à votre avocat sur un compte qu'on appelle un compte séquestre CARPA, et l'avocat ne va le libérer et le verser effectivement au profit du vendeur que quand il aura été en mesure de vérifier, après des publications notamment dans un journal d'annonce légale, que le vendeur n'avait pas de dette. Si vous oubliez cette notion-là comme acquéreur de fonds de commerce, vous prenez le risque d'avoir payé le prix du fonds au vendeur et de devoir quand même payer ses dettes. Donc, c'est un risque que vous ne pouvez pas accepter. Donc, le réflexe, je suis acquéreur d'un fonds de commerce, sachant que je suis solidaire des dettes, je ne vais pas payer le prix immédiatement au vendeur au jour où je deviens propriétaire. Je vais attendre de pouvoir avoir vérifié que le vendeur n'a plus de dette pour lui verser le prix. Point d'attention très important. Et ensuite, je vais aller rapidement sur l'étape 9 qui est la réalisation des formalités. C'est juste que vous l'ayez en tête. Vous avez toute une structuration juridique qui va rendre valable et opposable au tiers l'opération d'acquisition. Donc, il faut que vous mettiez à jour vos statuts, les statuts de la société, que vous payiez les droits d'enregistrement dont on a parlé au début, que vous organisiez toutes les formalités juridiques. Évidemment, ça, c'est votre avocat qui s'en charge, mais sachez que c'est très important. Quand on a signé la réalisation, le travail n'est pas fini, le travail continue parce que le travail consiste à mettre à jour le suivi juridique de la société pour être parfaitement opposable au tiers et que tout le monde sache que le nouveau propriétaire du fonds ou de la société, c'est vous, et donc vous êtes capable désormais de décider pour cette société. Voilà ce qu'il en était des 9 étapes, à notre sens, primordiales pour réaliser une opération d'acquisition. Vous avez compris qu'en 45 minutes, c'est quand même
assez dense, assez condensé, mais j'espère avoir pu souligner les termes les plus importants à notre sens. Je vous propose de prendre quelques instants. Vous avez le mode chat, le mode question. Donc, vous pouvez bien sûr m'envoyer là, dès maintenant, des chats ou des questions sur ce que a pu susciter mon intervention. Vous avez compris que c'est très délicat pour nous d'intervenir avec un grand nombre de participants comme vous, puisque chaque cas est différent. C'est très complexe de donner une réponse ou de faire une présentation qui serait valable pour tout le monde. Chacun de vos cas est différent. Mais j'ai essayé de faire ressortir dans cette présentation la plupart des éléments qui pourraient être communs à vous tous. Maintenant, rien ne peut être plus précis que quelque chose qui serait parfaitement câblé à votre opération. Vous comprenez bien que votre cas n'est jamais le cas d'un autre. Je reçois des remerciements. Je vous en remercie également. C'est pas très évident d'intervenir devant un ordinateur, pour être très honnête. Ça manque un petit peu des échanges qu'on apprécie. On a toujours une approche avec vous, on va dire, client, qui permet d'avoir des échanges de visu. Mais bon, si vous avez eu les informations, c'est très important pour nous. Vous avez, je viens d'afficher mes coordonnées avec mon adresse email directe. Donc, vous n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions que vous ne voulez pas poser en public, ce qui est parfaitement compréhensible, on est sur des opérations forcément particulièrement confidentielles, vous n'hésitez pas à me faire un email et on organisera quelque chose de visu ensemble pour que je puisse vous apporter les réponses qui sont parfaitement câblées avec vos attentes. Je reste donc connecté encore quelques minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je reste connecté, puis d'ici 2-3 minutes, s'il n'y a pas de questions, je couperai le webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.